Bonjour, comme je l'avais promis la fois passée, on va essayer de comprendre dans cette séquence ce que c'est que la datation au carbone 14 et comment elle permet aux archéologues comme Indiana Jones de dater des restes qu'ils trouveraient sur un champ de fouilles, comme par exemple des restes humains, animaux ou des restes de bois, etc. Alors, cette séquence est la suite donc de celle où je t'avais présenté certaines propriétés des isotopes et en quoi ils sont liés à la radioactivité. Si tu ne l'as pas vu, tu peux cliquer sur ce lien qui est ici pour aller la visionner. Un tout petit rappel, on avait vu dans cette séquence ce qui arrive avec un élément qui est ici radioactif, un isotope radioactif du carbone, le carbone 14, qui, parce qu'il a trop de neutrons, va à un certain moment subir ce qu'on appelle une désintégration bêta, c'est-à-dire qu'il y a un de ces neutrons qui va se transformer en proton, et donc le neutron ici s'étant transformé en proton, ce n'est plus du carbone qu'on a, vu qu'on a maintenant 7 protons, et il s'agit donc de l'azote. Et on avait vu que l'électron qui résulte également de cette transformation est ce qu'on appelle un rayon bêta, qui est une des manifestations de la radioactivité. Alors pour comprendre la datation au carbone 14, il va falloir d'abord comprendre ce qui se passe au cours du temps pour cette transformation. Et comme tu peux t'en rendre compte, comme tu peux le deviner, la quantité de carbone 14 au cours du temps, elle va diminuer, alors que la quantité d'azote, au contraire, elle va augmenter, vu que le carbone 14 se transforme en azote 14. Et on va essayer de comprendre comment se passe cette décroissance, cette disparition du carbone 14. Et on peut montrer que, enfin on peut également essayer de le comprendre, que la vitesse de désintégration de ce carbone 14, c'est-à-dire le nombre de particules de carbone 14 qui se transforment par unité de temps, eh bien cette vitesse est proportionnelle au nombre de carbone 14 qu'on a à cet instant T, parce que effectivement, s'il y a beaucoup de carbone 14, il va aller plus vite à se désintégrer que si on a peu. On peut montrer que quand la vitesse est proportionnelle à la quantité, la décroissance qu'on obtient est une décroissance exponentielle. Alors une décroissance exponentielle, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Ça veut dire que si j'ai plusieurs intervalles de temps égaux, eh bien la quantité qu'on a va décroître chaque fois du même facteur. On va expliquer ça sur les graphiques, ce sera beaucoup plus clair. Donc je vais étudier la décroissance du nombre de particules, du nombre de grammes, du nombre de moles d'un certain élément, et je vais étudier cette décroissance au cours du temps. Et au départ, j'ai une certaine quantité que je vais appeler N0. Eh bien, si au bout d'un certain temps que j'appelle T1,5, je remarque que la quantité que j'avais au départ a été divisée par 2, donc je n'obtiens plus que N0 sur 2 à ce temps T1,5. Si j'attends encore le même laps de temps, je vais diminuer de nouveau d'un facteur 2, c'est-à-dire que si j'avais N0 sur 2 après une fois T1,5, quand j'aurai atteint 2 fois T1,5, j'aurai la moitié de N0 sur 2, c'est-à-dire que j'aurai N0 sur 4 qui me restera. Si j'attends encore le même temps T1,5, eh bien, les N0 sur 4, il ne m'en restera plus que la moitié, c'est-à-dire qu'il m'en restera N0 sur 8, et cette décroissance continue indéfiniment. Alors, ce T1,5, donc le temps qu'il faut pour que la quantité d'un élément décroisse de moitié, c'est ce qu'on appelle la période radioactive, ou plus simplement la période d'un élément. Et on va voir tout de suite que cette période dépend des éléments. Tous les éléments n'ont pas la même période, tous les isotopes plutôt n'ont pas la même période. Parfois aussi, tu verras qu'on parle de ce T1,5 comme le temps de demi-vie, le temps pendant lequel la quantité de produit a diminué de moitié, ou plus simplement, de nouveau, la demi-vie d'un élément. C'est également un terme qu'on voit fréquemment et qui veut dire exactement la même chose que la période ou que la période radioactive. Sauf qu'il faut quand même faire un tout petit peu attention, parce que quand on entend demi-vie, on pourrait se dire
si au bout d'une demi-vie, j'ai consommé la moitié d'un élément, au bout de 2 demi-vies, c'est-à-dire une vie entière, j'ai plus d'éléments du tout. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Tu vois ici que si j'avais tout consommé, ça aurait été une décroissance linéaire, je me serais retrouvé ici, alors qu'ici, non, au bout d'une deuxième demi-vie, j'ai de nouveau consommé la moitié de mon élément et je me trouve donc au cas, au bout d'une troisième demi-vie, je vais avoir de nouveau consommé la moitié, et tu te rends bien compte que pour avoir tout consommé, il faudra un temps infini. Cette période, cette demi-vie, dépend de l'isotope auquel on a affaire. Et on va voir que certains éléments sont beaucoup plus radioactifs que d'autres, et on peut le voir ça avec cette période. En effet, plus un nucléide est radioactif, s'il est très radioactif, ça veut dire qu'il se désintègre très vite, et donc forcément, sa période sera courte. Donc, on remarque qu'il y a une relation inverse entre la période et la radioactivité. Plus la période augmente, moins l'élément est radioactif. Et à l'inverse, plus il est radioactif, plus il aura une période courte. Pour un peu fixer les idées, je vais te donner quelques exemples. Et tu vois d'abord que cette période couvre de très nombreux ordres de grandeur. Ici, ça va de temps extrêmement court, de l'ordre de 10 exposants moins 17 secondes. On n'a pratiquement pas le temps de le voir, jusqu'à 10 exposants 19 années, ce qui est à peu près 10 milliards de fois l'âge de l'univers, ce que tu vas avouer que c'est quand même très très long. Et donc, les éléments ont des périodes comme ça qui peuvent varier énormément. Alors, par exemple, pour les éléments qui ont une très courte période, c'est-à-dire les éléments très radioactifs, on voit ici, par exemple, le beryllium 8. Et le beryllium 8, dans la séquence précédente, j'avais dit qu'il n'existait pas, qu'on ne pouvait pas le trouver. Eh bien, c'est parce que sa période est très, très, très courte et que donc il va disparaître très, très rapidement. On aura à peine le temps de le voir dans un accélérateur de particules. Alors ici, le molybdène 99, qui est un élément très, très radioactif et qui va servir de précurseur à certains éléments qu'on utilise en radiothérapie. Sa période est de l'ordre de 65 heures et c'est un élément donc extrêmement radioactif. Le carbone 14 dont on a parlé, il a déjà une période beaucoup plus longue, de l'ordre de 5700 ans. Et on voit que ce carbone 14 est donc plus radioactif que le plutonium. Le plutonium, avec lequel on fabrique par exemple des bombes atomiques, eh bien le plutonium a une période de 24 000 ans. Et l'isotope 235 de l'uranium, qui est donc cet isotope qu'on utilise également dans des bombes nucléaires, mais aussi dans des centrales nucléaires, on voit que sa période est de 703 millions d'années déjà. Et donc on voit que cet uranium 235, qui est donc très radioactif, ça veut dire qu'il est très dangereux pour nous, eh bien, il a malgré tout une période de plusieurs centaines de millions d'années, ce qui veut dire qu'on risque d'avoir quand même un gros problème avec les déchets radioactifs, vu que même s'ils sont quand même encore extrêmement radioactifs, ces nucléides radioactifs peuvent avoir des périodes extrêmement longues, ce qui veut dire qu'il faudra attendre des milliers, si pas des millions d'années, pour que ces isotopes dangereux disparaissent et pour que donc on se retrouve en présence de matières qui ne sont plus radioactives. Alors en effet, c'est seulement à partir de 10 exposants 9 années, 1 milliard d'années qu'on considère qu'un élément est faiblement radioactif comme le thorium-232, ici 14 milliards d'années de période, ou au bout de 10 exposants 12 années, qu'on considère que cet élément est stable. Et donc le bismuth, qui est quand même un élément dont on a pu mesurer une radioactivité, mais qu'elle est tellement faible que sa période serait de l'ordre à peu près de 10 exposants 19 années, eh bien ce bismuth, dans le tableau que j'avais montré avec la carte des isotopes, on considérait que ce bismuth était instable. Or ici, il est manifestement au-delà des 10 exposants 12 ans, donc on peut considérer qu'il est stable. Évidemment, ce sont des limites qualitatives. Il n'existe pas, à ma connaissance, de lois qui vont déterminer si un élément est faiblement ou très faiblement radioactif ou s'il est stable ou moyennement stable.
tout ça, c'est une limite qui est un peu floue naturellement. Bon, et maintenant, on va s'occuper du carbone 14. Je te rappelle que sa période, c'est à peu près 5730 ans. Et en quoi va-t-il nous être utile? Alors, pour comprendre la datation au carbone 14, il faut comprendre une chose, c'est que le CO2, le dioxyde de carbone, est la base de notre alimentation, même si ça n'a pas l'air. En effet, c'est grâce au dioxyde de carbone qu'au cours de la photosynthèse, les plantes vont pouvoir fabriquer toutes les matières organiques qui les composent, qui vont servir de base à l'alimentation des animaux et éventuellement de l'homme préhistorique qui mangera le lapin. Donc, s'il n'y avait pas de dioxyde de carbone, il n'y aurait pas de plantes, les animaux n'auraient rien à manger et nous non plus. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a une partie du dioxyde de carbone qui est fabriquée avec du carbone 14. Et si on mesure le taux de ce dioxyde de carbone au carbone 14 par rapport au dioxyde de carbone total, ce taux, il vaut à peu près 10 exposants moins 12, ce qui est très petit, mais ce qui est néanmoins mesurable. Et surtout, ce taux est constant. Pourquoi est-il constant? On sait que le carbone 14 qui est ici va se transformer en azote au cours du temps, mais dans la haute atmosphère, il y a également des rayons cosmiques qui vont transformer l'azote en carbone 14, ce qui veut dire qu'il y a une certaine disparition du carbone 14 par radioactivité et une certaine apparition du carbone 14 par des réactions nucléaires, des rayons cosmiques dans la haute atmosphère. Ces deux vitesses étant égales, le taux de carbone 14 sur le carbone total va rester grosso modo constant à 10 exposants moins 12. Alors maintenant, dans les végétaux et dans les animaux, ce taux sera à peu près le même, évidemment. Vu que les plantes vont absorber ce carbone 14, elles ne vont pas vivre suffisamment longtemps, 6000 ans, pour que ce carbone se désintègre. De toute façon, au fur et à mesure, il sera remplacé par du dioxyde de carbone qui vient de l'atmosphère et qui sera donc toujours avec le même taux de carbone 14. Ces plantes vont être absorbées par les animaux, et ces animaux vont être éventuellement mangés par des hommes préhistoriques. Et donc, tant que ces animaux seront vivants et qu'ils vont continuer à renouveler leur stock de carbone 14, le taux de carbone 14 par rapport au carbone total qu'on va trouver dans les plantes et dans les animaux va rester le même que celui qu'on observe dans l'atmosphère. Tant qu'il est vivant, ce rapport carbone 14 sur carbone total va rester constant. Par contre, une fois que l'animal, que la plante va mourir, elle va arrêter de respirer, elle va arrêter de s'alimenter, le carbone va rester piégé vu que les matières organiques qui composent l'animal, ou la plante d'ailleurs, contiennent du carbone, donc ce carbone va rester dans l'animal, mais il ne va plus être renouvelé, et donc au fur et à mesure, il va se désintégrer. Et donc, ce taux ici va diminuer au cours du temps après la mort de l'être vivant. Alors si on met ça dans un graphique maintenant, je te rappelle le graphique de la décroissance exponentielle, si je mesure le taux de carbone 14 par rapport au carbone total, et que à la mort de l'animal, il vaut 10 exposants moins 12, au cours du temps, il va décroître, et au bout de 5730 ans, c'est-à-dire la demi-vie du carbone 14, au bout de ces 5730 ans, il ne sera plus qu'à la moitié, c'est-à-dire à 5-10-13. Si un archéologue trouve un reste d'animal, un reste de bois, un reste humain, des os, et qu'il peut en mesurer le taux de carbone 14, il n'aura plus qu'à le reporter sur le graphique. Si maintenant je ramène d'un champ de fouilles un objet, évidemment il faut que cet objet ait été à une période de sa vie un être vivant, sinon ce système ne va absolument pas marcher. Mais donc si j'ai un bout de bois, un os, je peux mesurer le taux de carbone 14 par rapport au carbone total
qu'il y a dans cet échantillon. Si maintenant je rejoins la courbe, je n'ai plus qu'à descendre vers l'axe du temps, et l'intersection avec l'axe du temps, ce sera le nombre d'années depuis la mort de l'être vivant. Grâce à cette méthode, en tout cas avec des échantillons qui ont été vivants à une certaine époque et donc qui contiennent du carbone, je peux mesurer peut-être pas l'époque à laquelle il vivait, mais en tout cas l'époque à laquelle il est mort, et bien forcément cette époque est très proche de celle à laquelle il vivait. Voilà le principe de la datation au carbone 14. Et je dois bien dire que j'aurais voulu te dire que c'était grâce à cette datation au carbone 14 qu'on avait pu déterminer l'âge de Lucie l'Australopithèque, dont tu as sûrement déjà entendu parler. On en a parlé tout récemment parce qu'on vient de démontrer qu'elle était tombée du haut d'un arbre et que c'est comme ça qu'elle était morte. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que Lucie, on a pu le dater par d'autres moyens en regardant les terrains qui étaient autour d'elle. Lucie date d'il y a à peu près 3,2 millions d'années. Et ça, évidemment, ça sort complètement du champ d'action de la datation carbone 14, tu t'en rends bien compte. Hein. Là, je te rappelle que la période, le temps de demi-vie du carbone 14, c'est 5730 ans. Or, 3,2 millions d'années, c'est à peu près, un peu moins, mais c'est à peu près 1000 périodes. Et tu te rends bien compte, évidemment, qu'au bout de 1000 périodes, il ne reste plus rien du carbone 14. Et donc, non, Lucie, on n'a pas pu la dater à partir de carbone 14. Il faut se dire que la datation au carbone 14 donne des résultats à peu près précis, jusqu'à environ 50 000 ans. 50 000 ans, c'est déjà pas mal, ça fait déjà toute l'Antiquité, tout le Moyen-Âge et une bonne partie de la préhistoire. Donc, ce n'est pas grâce au carbone 14 qu'on a pu dater Lucie l'Australopithèque. Alors maintenant, il faut dire que la datation carbone 14, c'est la première méthode qu'on a utilisée pour ce genre de datation. Maintenant, il existe des tas d'autres méthodes avec d'autres isotopes, mais ça sort évidemment complètement du cadre de ce cours. Ici, je voulais juste te parler de celle-ci et j'espère qu'avec ces explications, tu auras compris. Voilà, je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt.